Aujourd'hui, on va parler des trajets domicile-travail dans les Hauts-de-France. Donc, présentez-vous, ça, je l'ai déjà dit, dans les petits, commentaires à droite et à mon tour, je me présente, Laure Wagner. Ça fait 15 ans que je travaille dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière, en travaillant pour la Semaine européenne de la mobilité, qui est un événement qui a lieu chaque année en septembre. Puis j'ai travaillé 11 ans chez BlaBlaCar. À l'époque où j'ai commencé, c'était même encore covoiturage.fr, donc responsable communication pendant 11 ans et j'ai monté ma propre structure, 1 kilomètre à pied, que j'ai lancée en 2020 et je vais bientôt vous en dire plus. L'agenda de ce webinaire, je vais vous parler de la méthodologie assez innovante d'1 kilomètre à pied pour calculer les trajets domicile-travail actuels et le report modal. Camille vous présentera du coup les résultats de tous les plans de mobilité qu'on a menés dans les Hauts-de-France. Ensuite, je vous parlerai de notre méthodologie de rapprochement de domicile et Camille vous présentera les résultats de effectivement combien de personnes pourraient avoir un trajet plus court. Benjamin vous présentera le résultat de l'enquête qu'il a menée récemment auprès des autorités organisatrices de mobilité. Et enfin, je conclurai avec une astuce pour que les AOM puissent accompagner, aider les entreprises à être au cœur du changement, de la transition nécessaire des trajets domicile-travail. Au fil de l'eau, n'hésitez pas à mettre des petits emojis, des petits commentaires, puisqu'on ne vous voit pas, on ne peut pas interagir, on ne vous entend pas. Donc, n'hésitez pas avec des petits commentaires. Merci. Eh bien, c'est parti. Voici donc les trajets étudiés par 1 kilomètre à pied dans les Hauts-de-France. Nous avons analysé 4 488 trajets domicile-travail, ce qui est beaucoup plus que les enquêtes de l'INSEE, du SDES, qui peuvent exister sur le sujet de la mobilité domicile-travail. Et donc, ces 4 488 trajets ont été étudiés sur 310 sites différents dans les Hauts-de-France, chez nos clients. Et donc, à 19%, ce sont des trajets dans le cadre de plans de mobilité employeurs que nous avons menés pour des PME, des ETI, des collectivités, mais aussi des entreprises d'envergure nationale qui ont des présences dans le Nord. Je pense par exemple au CEREMA, dont nous accompagnons actuellement le plan de mobilité multisite partout en France. Et pour 81%, ce sont des trajets issus de notre logiciel de mobilité interne géographique. Et là, ce sont des gros employeurs nationaux comme Point P, comme Lidl, comme les crèches Petit Chaperon Rouge, pour qui nous faisons des mobilités internes géographiques. Nous avons limité l'analyse aux trajets domicile-travail inférieurs à 150 km et 1h30 pour éviter des trajets potentiellement qui sont en réalité des erreurs. Notre méthodologie, c'est que nous travaillons avec des employeurs qui signent avec nous un avenant RGPD pour pouvoir faire du traitement de données personnelles. Concrètement, ils uploadent leur fichier RH, leur fichier du personnel, avec l'adresse de domicile, l'adresse de travail, mais aussi les remboursements qui vont nous donner des indices sur comment viennent les salariés. Donc les remboursements transport en commun, les véhicules de service ou de fonction. J'ai mis un vélo pour symboliser le forfait mobilité durable qui, en réalité, peut aussi s'appliquer à la trottinette, au covoiturage. Et donc, avec ces différents remboursements, on va donc déduire des modes de trajet. Et donc, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont aucun remboursement particulier, on va estimer que, comme 75% des Français, ils sont en voiture. Sauf s'ils sont à très courte distance, on va les qualifier comme piétons. Ensuite, avec ces adresses de domicile et de travail et ces modes de trajet, on va calculer les trajets vraiment précis avec Google Maps pour les trajets en voiture, donc qui comprennent le trafic avec les embouteillages, donc des vraies durées très proches de la réalité. Navicia nous permet de calculer les trajets en transport en commun, donc pour tous les automobilistes, on lance des appels pour savoir si oui ou non ils peuvent prendre les transports en commun. Et de la même manière, pour tous les automobilistes, on calcule leur trajet avec GeoVélo pour savoir s'il est crédible ou non que la personne se mette au vélo. Avec ces données-là que nous agrégeons, on sort de nouvelles données et un diagnostic tout à fait intelligible que nous présentons à chaque employeur sur notre plateforme. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons anonymisé et agrégé tous les résultats de tous nos plans de mobilité pour vous donner une vision régionale. Donc, chaque client a accès à une plateforme comme celle-ci, avec quelques indicateurs clés, la liste des salariés, l'accès à la carte et l'accès au diagnostic de tous les sites de manière distincte. Et donc, voilà la page où on voit l'aperçu des plans de mobilité par site, où on peut déjà les trier par les sites qui ont les trajets les plus distants, les plus longs, qui émettent le plus de CO2. Et on peut accéder au dernier diagnostic.
et hop, ça donne accès à une page de DataVis sur laquelle on vient faire un peu de pédagogie sur que veulent dire tous ces chiffres, puisque tout le monde n'est pas spécialiste mobilité. Et donc ce diagnostic existe à l'échelle de chaque site, mais aussi à l'échelle globale de l'établissement. Et enfin, les trajets actuels, c'est bien, mais il faut se projeter sur que peut-on faire demain pour réduire l'usage de la voiture. Et donc, on vient vous chiffrer combien de vos salariés pourraient passer au vélo, au transport en commun, au covoiturage. Et donc, concrètement, voici pour le vélo, comment on le calcule. On vient regarder combien de salariés vous avez entre 0 et 6 km, puis entre 6 et 10 km, parce que ça peut être faisable à vélo à assistance électrique. On vient regarder le pourcentage de pistes cyclables, le mode de trajet actuel, les équipes, pour savoir si c'est compatible avec des trajets à vélo. Donc ça, c'est pour permettre de qualifier un cœur de cible pour le vélo. De la même manière, pour les transports en commun, nous calculons avec notre partenaire Navicia les trajets donc, du domicile jusqu'au lieu de travail avec donc, les premiers et derniers kilomètres. Ça nous donne déjà une population de salariés qui sont bien sur une ligne de transport, certains ne sont pas du tout concernés. Et parmi ceux-là, ce qu'on vient regarder et qui est souvent discriminant pour la pratique des transports en commun, c'est à quel point le trajet est plus long que leur trajet en voiture actuel. Et donc, on vient nous garder en cœur de cible ceux pour qui le trajet en transport en commun n'est que 15 minutes plus long ou plus court que leurs trajets actuels en voiture. On voit que malheureusement, sur ce graphe, la plupart sont plus longs, beaucoup plus longs, 20, 25, 30, 35 minutes plus longs que leurs trajets en voiture. Et enfin, on vient sélectionner ceux dont le trajet en valeur totale en transport en commun est inférieur à 45 minutes. Et enfin, pour le covoiturage, le cœur de cible est déterminé en fonction de la distance à parcourir. Étant une ancienne de Blablacar, je peux vous dire que quasiment personne ne propose de covoiturage inférieur à 10 km, puisque les automobilistes considèrent que ce sont des petits trajets peu fatigants et peu coûteux. À partir de 10 km, et surtout à partir de 25 km, on voit vraiment des pics d'inscription sur les plateformes de covoiturage, et surtout, c'est là qu'il y a le plus de matching et de covoiturage qui se font vraiment. Tout simplement parce que ce sont des trajets plus chers, plus fatigants que les automobilistes cherchent à partager. Et donc, de la même manière, on donne des indicateurs sur dans quelle équipe ils sont, le grade qui donne un peu un indice du pouvoir d'achat, du salaire aussi, qui sont déterminants dans le covoiturage. Je passe maintenant la parole à Camille qui va, maintenant que vous connaissez la méthode, qui va vous partager les résultats des trajets domicile-travail dans les Hauts-de-France. Eh bien, bonjour à tous, je suis Camille Rousseau, consultante en mobilité junior chez 1 km à pied, et donc j'ai le plaisir de vous présenter quelques chiffres clés sur la mobilité domicile-travail sur la base de nos clients dans les Hauts-de-France. Et donc, pour le scope, on l'a déjà dit, on a 4 488 salariés de nos clients plan de mobilité, employeurs et logiciels de réaffectation. Et un premier chiffre clé à avoir en tête, c'est que parmi tous ces salariés dont on a étudié les trajets, 68% ne feront jamais de télétravail. Ce sont des actifs qui travaillent sur le terrain, qui doivent réaliser leur trajet domicile-travail 5 jours par semaine, matin et soir, et le télétravail n'est pas une option pour eux. Et en fait, ça, c'est représentatif de la population française en général. Ce sont des trajets qui doivent être faits 5 jours par semaine, matin et soir. Au niveau des parts modales, ce qu'on observe dans les Hauts-de-France, c'est qu'on a 89% de trajets qui sont faits en voiture, donc vraiment l'immense majorité, 8% de marche, et les transports en commun qui représentent environ 2%. Le vélo est une infime partie des parts modales qu'on a observées sur le nombre de trajets. Maintenant, en termes de chiffres clés, la distance médiane du trajet à l'aller chez nos clients dans les Hauts-de-France, elle est de 9,8 km, donc matin et soir. La durée médiane est de 17 minutes et l'empreinte carbone médiane annuelle qui est liée uniquement au trajet domicile-travail est de 0,9 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Donc ce chiffre est à mettre en regard avec la cible individuelle de 2 tonnes d'équivalent CO2 pour maintenir un climat stable à 2 degrés de réchauffement. Donc si on regarde le graphique juste en dessous de ces chiffres, on a la répartition des trajets par tranche de distance de 5 km. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'on a on a 31% des personnes qui ont un trajet de moins de 5 km, et on a tout de même des trajets assez longs, avec 4% qui ont plus de 80 km à parcourir matin et soir.
Un autre moyen de s'intéresser au trajet domicile-travail et d'étudier le report modal, c'est de se concentrer sur 3 tranches de distance qui peuvent correspondre au vélo et au vélo à assistance électrique. Donc là, ce qu'on observe, c'est la répartition des trajets par tranche de distance de 5 km, de 0 à 5, 5 à 10 et plus de 10 km. Un premier constat, c'est que la moitié des salariés ont un trajet de moins de 10 km, qui est donc potentiellement faisable à vélo. Donc c'est une bonne nouvelle. Pour la tranche 0 à 5 km, on pourra faire du vélo mécanique, musculaire sans souci. Et pour la tranche de 5 à 10 km, on peut envisager le vélo à assistance électrique, le tout pour rester dans un budget temps d'environ 30 minutes de trajet, pas plus. Et maintenant, si on regarde la répartition des émissions de CO2, toujours avec ces mêmes tranches de distance, on se rend compte que les trajets courts ne représentent que 5% des émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. Donc c'est super, la moitié des personnes ont un trajet de moins de 10 km. En revanche, qu'est-ce que ça pèse en termes de CO2 ? C'est très faible, donc même si on fait passer tous les automobilistes qui sont ici représentés en rouge de cette tranche 0 à 5 km au vélo, on aura traité 5% des émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. En revanche, si on regarde la tranche plus de 10 km, on se rend compte que 84% des émissions sont dues au trajet en voiture de plus de 10 km. Et donc, c'est réellement ici qu'on va focaliser nos efforts chez un kilomètre à pied, soit en cherchant du report modal sur les personnes qui sont à plus de 10 km, que ce soit en transport en commun ou en covoiturage, soit en essayant de rapprocher les personnes pour les faire passer à des tranches où ils pourraient envisager un autre mode de transport que la voiture et réduire leurs émissions. Donc, pour revenir un petit peu sur les chiffres clés dans les Hauts-de-France sur notre base de clients, on a donc une distance médiane à l'aller qui est de 9,8 km. C'est à mettre en regard avec la médiane des actifs français qui a été donnée lors du recensement de la population 2019 de l'INSEE. Donc 9,8 km, on est légèrement au-dessus de la médiane française qui est de 7,8 km. On est à peu près entre la médiane des zones rurales et des zones urbaines, donc entre 12,5 et 6,1 km. C'est cohérent de ce côté-là. Un autre chiffre que je n'ai pas encore mentionné, c'est le coût médian annuel pour les automobilistes. Ce qu'on observe chez nos clients, c'est que la médiane est de 395 € par an dépensés en frais d'essence pour les personnes qui viennent en voiture. Et maintenant que nous avons vu donc, ces chiffres clés, ce constat de la situation actuelle, quasiment 90% de voitures, quel est le potentiel de report modal ? On va s'intéresser à quel mode de transport pourraient envisager les automobilistes dans les Hauts-de-France. Donc, il faut savoir que les automobilistes dans les Hauts-de-France ont un trajet médian de 11,1 km. Donc, c'est légèrement supérieur à la médiane globale dans les Hauts-de-France, qui est de 9,8 km. Donc, 11,1 km, c'est un petit peu trop pour le faire à vélo matin et soir. C'est un trajet qui commence à être trop long, trop fatigant. La durée médiane du trajet à l'aller est de 17 minutes, donc identique au global. Et les voitures représentent 99% des émissions liées au trajet domicile-travail de notre base de données client. Et donc la médiane se situe ici dans cette barre entre 10 et 15 km, mais on observe que 25% des automobilistes ont un trajet de moins de 5 km. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser au report modal en appliquant des règles qu'on applique chez un kilomètre à pied pour faire nos plans de mobilité employeurs, qui vont nous permettre de chiffrer en fait le potentiel, donc combien de personnes sont concernées par chaque mode, et du coup, quel levier actionner en premier pour avoir un impact le plus grand possible. Donc le premier mode en termes de report modal qu'on identifie dans les Hauts-de-France chez les automobilistes, c'est le covoiturage. En effet, 54% des automobilistes ont un trajet de plus de 10 km, une distance qui commence à être intéressante lorsqu'on veut partager son trajet, puisqu'il commence à y avoir des frais assez importants liés au trajet, et en dessous de 10 km, les personnes ne se motivent pas à s'inscrire sur une plateforme de covoiturage parce que c'est plus d'efforts que leur trajet qui semble passer très vite. Le deuxième mode après le covoiturage, ça va être le vélo ou le VAE. Donc 42% des automobilistes ont un trajet à vélo entre 2 et 10 km. Donc c'est un trajet réellement cyclable puisqu'il est calculé avec notre API, avec l'API GeoVélo, qui identifie réellement l'itinéraire point à point. Et donc entre 2 et 10 km, on considère que la personne peut venir en vélo, vélo assistance électrique, lorsqu'on est à plus de 6 km. Troisième mode pour le report modal, ce sont les transports en commun. Donc 10% des automobilistes ont un trajet, une alternative qui est crédible.
avec, comme l'avait déjà expliqué Laure, un trajet qui est inférieur à 45 minutes en transport en commun et qui rallonge au plus de 15 minutes le trajet par rapport au trajet actuel en voiture. Et enfin, on a 4% des automobilistes qui pourraient théoriquement passer à la marche puisqu'ils ont un trajet de moins de 2 km. Donc maintenant que nous avons vu tous ces chiffres sur le report modal, on voit bien quel levier on peut actionner en premier pour toucher un maximum de personnes. Donc on l'a vu d'abord le covoiturage, et je vous propose maintenant de voir visuellement ce que ça donne sur une carte avec une data-vis qui a été créée par notre data analyst chez 1 km à pied et qui représente un avant-après de la situation en termes de part modale. Donc à gauche, on a ici la situation actuelle et à droite, une situation future si on arrivait à actionner les leviers et à faire passer les gens au mode de transport qu'ils pourraient envisager. Donc concrètement, ce qu'on observe sur ces cartes, c'est des hexagones qui représentent les salariés présents dans chaque zone de la carte. Donc un hexagone, c'est environ de la taille d'un terrain de foot. Et la hauteur de l'hexagone nous renseigne sur le nombre de personnes qui vivent au sein de cette zone. Et enfin, la couleur de l'hexagone, de la colonne, représente le mode de transport majoritaire au sein des zones. Et donc on a un code couleur qui est le suivant. En rouge, on a les automobilistes. En bleu, on a les personnes qui viennent en transport en commun. En vert foncé, donc ce qu'on observe plutôt à droite là sur la carte, on a le vélo. Vert clair, on va avoir de la marche, par exemple ici. Et violet, le covoiturage. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié l'ensemble des salariés qui sont dans notre base de données, on les a placés sur cette carte, à gauche pour représenter la situation actuelle, et on a appliqué ensuite les règles du report modal en favorisant dans l'ordre ceux qui pouvaient marcher viennent à pied, puis ceux qui peuvent faire du vélo viennent à vélo, puis les transports en commun, et enfin, pour ceux qui sont à plus de 10 km, le covoiturage pour 30% d'entre eux. Donc c'est une hypothèse un peu conservatrice. Donc ce qu'on observe, c'est que bien sûr, à gauche, comme je l'ai déjà dit, 90% des personnes viennent en voiture, donc ça se retranscrit sur la carte, où pratiquement toute la carte est coloriée en rouge dans les Hauts-de-France. On a une densité de personnes, donc des colonnes beaucoup plus hautes, évidemment, au sein des grandes villes, comme vers Lille. Et à droite, on observe donc un report modal possible, une situation avec beaucoup plus de couleurs différentes. Et concrètement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un fort potentiel sur le vélo au sein des agglomérations, donc près d'Amiens, près de Lille, Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer. Donc toutes les personnes qui vivent en centre-ville, beaucoup d'entre elles ont un trajet entre 2 et 10 km, qui est donc faisable à vélo. On a également un petit peu de transport en commun aux alentours des grandes villes. Et ce qu'on observe aussi, c'est le potentiel de covoiturage, donc tout ce qui n'est pas dans les périphéries immédiates des grandes villes. Le report modal principal, ça va être le covoiturage, donc les points violets qu'on observe ici. Et donc chaque colonne qui passe d'une couleur à une autre, c'est autant de voitures qui sont retirées des routes et des gains significatifs en termes d'émissions de CO2. Et maintenant que je vous ai présenté tous ces chiffres clés, tout ce constat sur le report modal qu'on pourrait observer chez nos clients à distance égale, je repasse la parole à Laure Wagner. Merci Camille. Effectivement, on va parler maintenant de démobilité, puisque à Isotrajet, Camille l'a montré, il y a déjà des possibilités de passer à différents modes, mais est-ce que le Graal, ce ne serait pas de faire moins de trajets tout simplement? Notre mission chez 1 km à pied, c'est de changer la structure des trajets des Français. Vous l'avez vu, ce qui émet le plus de CO2, ce sont les trajets de plus de 10 km. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que les Français passent d'un trajet de plus de 10 km à moins de 5 km. Ayons en tête que 74% des actifs français sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler. Donc, quand leurs collègues du siège social font des économies 2-3 jours par semaine sur leur trajet domicile-travail, eux, sur le terrain, qui en plus en général ont des salaires plus bas, doivent faire leur trajet tous les jours. Ce qu'on a mesuré chez 1 km à pied, c'est qu'ils ne sont pas forcément au plus proche de chez eux et ils travaillent majoritairement pour des employeurs multisites. Donc là, j'ai mis quelques logos bien connus, et j'ai mis certains de nos clients, mais il y a en France 12 000 employeurs multisites publics et privés, les collectivités étant elles-mêmes des employeurs multisites en gérant les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les piscines, les médiathèques, etc.
On a été les premiers au monde à mesurer, le fait que, les employés de terrain n'étaient pas forcément sur le site de leur propre employeur le plus proche de chez eux. Ce chiffre n'existait pas, avant qu'on le sorte et moi, mon intuition et mon espoir, c'était que ce soit 25 des salariés qui aient, un site plus près de chez eux. Et c'était une raison suffisante pour lancer la boîte et au final, avec tous les, clients, dont on vous a parlé, Lidl, Auchan, Point P et cetera, eh bien, je vous l'annonce, c'est 62 des salariés de nos clients qui ont un site de leur propre employeur plus près de chez eux, où ils pourraient faire le même travail au même salaire. Et donc on pourrait passer d'une situation fatigante et coûteuse à une situation beaucoup plus satisfaisante, et où les salariés feraient des économies de temps et d'argent. Ce qui est encore plus marquant, c'est le gain. Le gain, pour eux, pour ces 62 est de 10,2 kilomètres matin et soir à l'échelle nationale. Là, on n'est pas dans les Hauts-de-France. Camille vous parlera après, spécifiquement, des résultats, régionaux. À l'échelle de la France, on est sur 10,2 et donc ça fait 20,4 par jour, soit 4 500 par an pour des salariés qui sont au SMIC ou à peine plus et même potentiellement, à temps partiel, donc encore moins. Concrètement, pour faire de la mobilité durable, on a créé un véritable logiciel RH qui permet d'enregistrer les souhaits de mobilité des employés de terrain, soit lors des entretiens annuels, soit au fil de l'eau, puisque on sait que 10 des Français déménagent chaque année et que 7 sur 10 d'entre eux changent de ville. Et donc, il peut y avoir une volonté de changement de site plutôt qu'ils démissionnent. Ensuite, dès que le souhait est enregistré, on peut regarder les permutations de postes plutôt que de dire aux salariés bah, très bien, tu veux bouger, mais attendez qu'un poste se libère, surveillez les offres. Nous, on montre les permutations faisables tout de suite. Et effectivement, s'il n'y a pas de permutation disponible, eh bien, 1 kilomètre à pied est devenu aussi un logiciel de recrutement interne. Et donc, à chaque fois qu'un poste se libère sur un site, les employeurs, nos clients, sélectionnent le site qui recrute. Donc là, hop, l'EHPAD Bellevue. Et nous, on affiche, hop, la liste des salariés qui auraient un trajet plus court en interne vers ce site qui recrute. Donc là, on est dans la vraie vie, c'est un vrai client. Pour des raisons du RGPD, j'ai masqué le nom du client et les noms des salariés, mais vous voyez que ce salarié qui travaille actuellement sur le magasin de Roubaix fait 52 minutes, pourrait n'en faire que 27 vers ce site à Lille, donc gagner 25 minutes de voiture. Ce deuxième pourrait passer de 52 minutes à 30, 21, 2, 22 à 3, 24 à 4. Enfin, vous voyez, les gains vraiment sont significatifs et on voit ça chez tous nos clients sur tous les sites. Et donc, ce qui nous amène à croire que c'est un énorme potentiel de mobilité durable qui est entre les mains des employeurs multisites. Et je passe la parole à Camille qui, du coup, va vous donner un regard global sur les résultats. Attendez, je crois que j'avais un deuxième slide, ça c'était sur Lille. Allez, je fais Roubaix, j'en ai mis 2 pour le Nord. Donc de la même manière, là on est sur un site à Roubaix et on voit que des salariés, ceux-là, voilà, travaillent actuellement sur d'autres sites et qu'ils pourraient gagner de la même manière énormément de temps, d'argent et économiser de CO2. Et je repasse la balle à Camille pour les résultats. Nationale, le gain est réellement significatif. Donc, ce qu'on observe, c'est que la distance médiane passe pour ces personnes de 14,6 km à l'aller, donc une distance qui est bien trop longue pour être faite à vélo matin et soir, à une distance de 3,6 km. Donc, un gain sur la médiane de 11 km matin et soir, ça fait 22 km par jour. C'est énorme. Et surtout, 3,6 km, c'est une distance à laquelle on peut venir à vélo sans problème si on a un itinéraire sécurisé. Ensuite, en termes de durée, le fait d'être réaffecté plus proche de chez soi, ça permet un gain significatif cumulé sur les semaines. Donc, on passe de 21 minutes de médiane à l'aller pour ces personnes à 8 minutes à l'aller, donc des trajets beaucoup moins pesants et fatigants au quotidien. En termes de frais, donc de dépenses, on passe de 777 € par an en médiane à 192 € par an. Donc là encore, un impact significatif, surtout pour les personnes qui ont des emplois peu qualifiés et qui sont payées au SMIC ou un tout petit peu au-dessus. Donc ça représente un allègement du budget qui est conséquent, une augmentation du pouvoir d'achat. Et enfin, sur le plan climatique, qui nous anime particulièrement chez 1 km à pied, on passe de 1,8 tonnes d'équivalent CO2 par an en moyenne
dans la situation initiale. Donc, c'est pratiquement déjà les 2 tonnes qu'on devrait tous émettre chaque année, uniquement liées au trajet domicile-travail, à 0,6 tonnes d'équivalent CO2 par an en moyenne. On divise par 3 l'empreinte carbone, et ça, c'est sans même prendre en compte le fait que beaucoup de personnes pourraient passer à un autre mode de transport, par exemple au transport en commun ou au vélo. Donc des gains significatifs sur tous les volets pour ces personnes qui pourraient être réaffectées plus près de chez elles. Si je regarde plus spécifiquement en termes de durée, donc ici j'ai représenté la répartition des salariés qui ont un site plus proche de chez elles par tranche de 5 minutes de durée de trajet à l'aller. Donc actuellement, 53% des gens ont un trajet de plus de 20 minutes, donc qui passent minimum 40 minutes par jour dans leur voiture, principalement matin et soir. Ça représente du temps, et après réaffectation, on se rend compte que notre courbe est complètement rapprochée vers la gauche. Sur la droite, on n'a pratiquement aucun trajet au-dessus des 35 minutes. Et on se retrouve avec 91% des personnes qui ont un trajet de moins de 20 minutes. Donc un trajet beaucoup plus acceptable, moins fatigant au quotidien. Et ça, pour les employeurs, ça représente de la productivité en plus, et le fait que les personnes auront plus envie de rester dans l'entreprise si elles ont un trajet qui n'est pas trop pesant au quotidien. Ensuite, d'un point de vue des distances, donc ça nous intéresse pour le report modal, comme on l'a déjà dit pour le vélo particulièrement. Actuellement, on a 67%, donc les 2/3 des personnes qui ont un site plus proche, qui sont à plus de 10 km, avec par exemple 66 personnes qui sont à plus de 50 km, donc des trajets vraiment longs qui sont aussi accidentogènes. Et après réaffectation, on inverse complètement ce chiffre, on passe de l'autre côté, 79% des personnes sont à moins de 10 km. Donc réellement, 8 personnes sur 10 peuvent passer en théorie à vélo si elles ont un trajet sécurisé. Et on remarque même que la grande majorité de ces personnes ont un trajet de moins de 5 km. Donc on a vu des gains significatifs en termes de temps gagné au quotidien et de potentiel de pouvoir passer au vélo. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder une carte animée réalisée par notre data analyst, encore une fois, sur un avant-après réaffectation. Donc là, on a représenté tous les salariés dans les Hauts-de-France de notre base de données qui ont un site plus proche de chez elles. Et donc, on représente les trajets qui sont coloriés en fonction de la distance du trajet. Donc, en rouge, on va avoir des trajets de plus de 20 km. En orange, ce seront les trajets entre 10 et 20 km. Et en vert, les trajets courts de 0 à 10 km. Et donc, pour rappel, on va passer d'une situation initiale de 14,6 km en médiane à l'aller à 3,6. Et ça va avoir un impact conséquent en fait sur le trafic routier et sur les flux qu'on observe, la congestion. Donc, je vous laisse observer par vous-même. Donc, à gauche, situation actuelle, beaucoup de points rouges qui se déplacent et qui convergent vers les grandes villes. À droite, des points verts qui se sont déjà pratiquement évanouis. Et le trafic routier, à gauche, qui continue de sévir. Des longs trajets, tous vers les grandes villes. Et à droite, les personnes sont déjà arrivées chez elles. Et c'est ce à quoi pourrait ressembler la mobilité et le trafic routier demain si on mettait en place les mobilités internes géographiques pour optimiser un petit peu les déplacements domicile-travail. Donc, nous avons vu l'impact en termes de trafic routier et de congestion. Et maintenant, nous allons voir l'impact en termes d'émissions de CO2 avec une cartographie qui représente les émissions médianes des salariés qui vivent au sein des communes. Donc, la commune est coloriée en rouge foncé si la personne émet plus de 1 tonne d'eau par an en médiane au sein de la commune. En rose moyen, si l'empreinte carbone est située entre 0,55 et 1,2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et en rose pâle, lorsque l'empreinte carbone est de moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc, ce qu'on observe à gauche, c'est la situation actuelle, avec une majorité de communes où les habitants ont une empreinte carbone assez élevée, car ils doivent travailler loin de chez eux parce qu'ils habitent en zone rurale ou alors assez loin des grandes villes. Bien sûr, lorsqu'on habite en ville, l'impact carbone des déplacements domicile-travail est réellement plus faible, puisqu'on a une majorité de rose pâle, par exemple, à Lille ou autour de Calais, ou Amiens. Et en revanche, après réaffectation, on se rend compte que la carte passe vraiment à un stade beaucoup plus clair. Donc, tout autour des grandes villes,
les personnes passent à une empreinte carbone beaucoup plus faible. La médiane se situe beaucoup plus proche des 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an. Par exemple, tout au nord de l'île, toute la zone périurbaine passe au rose clair, alors qu'on avait encore des communes en rouge foncé sur la gauche. Et même dans les zones plutôt périurbaines ou rurales, un grand nombre de communes passent en rose pâle. Et donc ça montre le potentiel d'un point de vue climatique pour réduire les émissions de CO2 partout sur le territoire. Et maintenant, je vais vous présenter donc sur le même principe une carte qui représente cette fois-ci les dépenses des salariés qui vivent dans les zones. Et donc ça donne un éclairage un peu sur les inégalités géographiques, c'est-à-dire que les personnes qui vivent dans les centres-villes, évidemment, dépensent beaucoup moins en frais d'essence. Elles ont des distances plus courtes à parcourir, tandis que dans les périphéries ou les zones rurales, les salariés automobilistes peuvent dépenser une part conséquente de leur salaire dans leur voiture, simplement pour aller au travail. Et donc, ce qu'on observe, encore une fois, c'est beaucoup de rouge à gauche, avec des médianes dans les communes qui sont à plus de 550 € par an. Et à droite, partout autour des villes, on passe au rose pâle, à moins de 260 € par an, et y compris dans certaines communes plus excentrées, donc avec un impact significatif sur le pouvoir d'achat des personnes. Et donc j'ai dit beaucoup de chiffres, j'ai donné beaucoup d'informations, beaucoup de cartes et chiffres clés. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas hésiter à mettre un commentaire sur le live si vous souhaitez qu'on vous partage tous ces slides et qu'on en discute plus en profondeur pour qu'on puisse vous recontacter, car sinon on ne vous voit pas et on ne sait pas qui vous êtes. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Benjamin Opa, qui va vous parler de son enquête auprès des AOM. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Benjamin Opa, conseiller en mobilité chez 1 km à pied, et je vais vous présenter les résultats de l'enquête AOM. Je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré la liste de toutes les AOM au niveau national. On les a classées de la plus peuplée à la moins peuplée, et on les a enquêtées dans l'ordre pour commencer par les plus grosses. À ce jour, donc, on a envoyé 157 questionnaires. On a eu 71 réponses, ce qui représente 45% de réponses. Et on recouvre 16 millions d'habitants, en sachant que Paris, Lyon, Marseille n'ont pas répondu, que ce sont les 3 AOM les plus peuplés en France, et que ça aurait fait doubler ce chiffre en fait si on avait eu ces réponses. Pour les Hauts-de-France, donc on a envoyé 18 questionnaires, on a eu 8 réponses, ce qui représente 44%, et on couvre environ 2 millions d'habitants sur les 6 millions qu'il y a en Hauts-de-France. Donc c'est un questionnaire qui comprend 5 thèmes et 22 questions. Les 5 thèmes sont plan de mobilité employeur, transport en commun, vélo, covoiturage et marque employeur locale. Et ensuite, le contenu nous permet de faire du conseil aux entreprises. Ici, vous avez la liste de toutes les AOM qui ont répondu au niveau national. Donc on a vraiment un échantillon pour chaque région en France. Et ici, vous avez la liste de toutes les AOM qui ont répondu en Hauts-de-France. Donc merci à elles pour ces réponses. Alors pour le questionnaire, donc on a cherché à savoir s'il y avait des nouvelles offres de transport en commun qui étaient prévues à l'échelle de l'AOM. Et donc on peut voir qu'au niveau national et au niveau régional, il y a beaucoup de mouvements car il y a très majoritairement en fait, des nouvelles offres de transport en commun. Donc suite à ça, on a essayé de savoir s'il y avait des animations qui étaient proposées par l'AOM pour promouvoir les offres de transport en commun dans les entreprises auprès des salariés. Et donc ce qu'on observe, c'est que c'est un service qui est quasiment tout le temps proposé, mais parfois il y a une partie qui est faite par l'exploitant en fait, du réseau de transport et pas par l'AOM elle-même. Et donc on peut voir qu'en Hauts-de-France, cette partie par l'exploitant est plus importante qu'au niveau national. Ensuite, on a cherché à savoir s'il y avait des aides financières pour l'achat d'un vélo ou d'un VAE. Ici, on observe que c'est assez minoritaire en fait les AOM qui proposent des aides financières à l'achat de vélo. Et qu'en Hauts-de-France, pareil, on est à peu près à un quart des AOM qui proposent une offre pour les vélos. Et ce sont donc des offres financières qui sont complémentaires de l'offre
des aides de l'État de 400 € soumises à conditions de ressources. Ici, vous avez un site qui s'appelle mesaidevélo.fr qui recense toutes les aides vélo qui sont proposées par que ce soit la région, le département ou la collectivité. Et si vous apercevez qu'il manque une aide, vous pouvez la soumettre et elle sera ensuite recensée sur ce site. Ensuite, au niveau du covoiturage, on a cherché à savoir s'il y avait une plateforme qui a été choisie par la AOM. Donc au niveau national, dans les 2 tiers des AOM à peu près, il y a bien une plateforme de covoiturage qui a été déterminée. Et dans les régions Hauts-de-France, on est sur 50-50, en sachant que c'est une condition essentielle pour créer un écosystème favorable au covoiturage. Ensuite, quand on s'intéresse aux plateformes de covoiturage les plus choisies, on voit qu'au niveau national, donc c'est BlaBlaCar Daily, Klaxit qui arrive en tête, suivi de Mobicop et Caros, et que en Hauts-de-France, c'est Passe-Passe Covoiturage qui arrive en tête, suivi de BlaBlaCar Daily. Et Passe-Passe Covoiturage est donc la plateforme qui est développée par la région pour promouvoir le covoiturage à l'échelle régionale. Ensuite, on cherche à savoir s'il y a des animations pour promouvoir le covoiturage en entreprise. Et on voit donc à l'échelle nationale que c'est une courte majorité de oui. Donc il y a bien des animations dans ces OM-là. Et qu'en Hauts-de-France, on est sur un ratio de 50-50. On cherche aussi à savoir s'il y a un parcours en ligne qui est disponible pour déposer le plan de mobilité employeur. Ici, on voit que c'est assez peu fréquent en fait, à l'échelle nationale, mais qu'en Hauts-de-France, c'est quand même plus important. Et que même si ce système-là n'existe pas, en fait, il est quand même possible d'envoyer le plan de mobilité employeur au service mobilité directement par mail. Mais ça ne leur permet pas forcément en fait, de tenir un registre à jour et d'archiver ou de faire des données agrégées sur les plans de mobilité. Pour ce qui est de la part des employeurs de plus de 50 salariés qui ont fait leur plan de mobilité, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent, tant au niveau national que régional. Et pour les Hauts-de-France, on voit que toutes les OM qu'on a sondées, c'est qu'une petite partie des employeurs qui ont fait leur plan de mobilité. Sur notre questionnaire, donc, il y a plusieurs autres thèmes et plusieurs questions. On ne pourra pas les détailler ici par manque de temps, mais vous pouvez vous rapprocher de Laure Wagner, il y a son mail ici, et qui pourra donc vous présenter nos datas de manière plus complète, et à qui d'ailleurs je rends la main. Merci Benjamin. Et c'est parti pour la dernière section de ce webinaire. Donc, comme Benjamin l'a montré là sur l'avant-dernier graphe, peu d'entreprises font leur plan de mobilité employeur de manière spontanée. Et donc, je pose la question ouvertement de comment est-ce que les AOM pourraient aider les employeurs à faire leur plan de mobilité, car le changement climatique est là, le temps presse. Et donc, je vous présente une initiative tout à fait remarquable de l'Eurométropole de Strasbourg qui, voyant que les employeurs ne se lançaient pas spontanément dans la réalisation de leur plan de mobilité employeur, a décidé d'offrir, tout simplement, d'être à l'initiative d'offrir les plans de mobilité. Et donc, concrètement, ils passent par nous. Et c'est nous, en réalité, 1 km à pied, qui faisons pour l'Eurométropole de Strasbourg 10 à 15 plans de mobilité par an qu'ils vont distribuer aux plus gros employeurs qui se font connaître en fait par le biais de ce site qu'on a créé pour l'Eurométropole de Strasbourg. Ils demandent un accès gratuit, il y a tout plein d'arguments qui sont convaincants pour se lancer dans l'aventure. Et donc, concrètement, nous, on fait les diagnostics, les cartes, etc., que Camille vous a montré. Et ensuite, notre interlocutrice de l'AOM va présenter les résultats à l'employeur et dégainer ses actions, donc animation vélo, tout ce que Benjamin a décrit, toutes les animations prévues par l'AOM, par l'agence de mobilité, pour pouvoir aller, tel un médecin, mettre en place les bons remèdes selon
l'accessibilité de chaque site. Concrètement, comment ça se passe? On signe une convention tripartite entre l'AOM, l'employeur et nous pour le traitement de données personnelles. Ensuite, nous, on vient faire le diagnostic et chaque employeur a sa carte, ses indicateurs clés, son report modal, chiffré, comme on vous l'a montré. Ensuite, nous, on aide l'AOM à déployer des outils de sensibilisation pour avoir vraiment des éléments clés en main de communication, d'enquête, de webinaire. Et enfin, l'intérêt pour l'AOM d'être à l'origine de cette initiative, c'est de cumuler de la donnée. En fait, à chaque fois qu'elle offre un plan de mobilité, eh bien, en fait, elle va avoir 50, 100, 200, 500 trajets analysés en plus à l'échelle de son territoire, qui vient agréger une carte des flux pour venir justifier et prioriser des infrastructures, des projets, des dispositifs les plus pertinents pour accompagner et aller chercher le plus d'économies de CO2 sur le territoire. Voici la fin du webinaire, il est 43. On va laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses.